En février 2020, Erdogan était à Kiev, la capitale de l'Ukraine, lors d'une visite officielle. Affaires, commerce, discussions diplomatiques habituelles. Mais pendant la cérémonie, quelque chose d'inattendu s'est produit. Erdogan a crié « Gloire à l'Ukraine ». Gloire à l'Ukraine, gloire à l'Ukraine. Maintenant, fais attention au contexte. À ce moment-là, la Russie avait déjà pris la Crimée à l'Ukraine illégalement. Et, dans l'est de l'Ukraine, une guerre sanglante faisait rage depuis 6 ans contre des groupes séparatistes soutenus par Moscou. Peux-tu imaginer le poids de ce cri ? Erdogan, dirigeant du deuxième plus grande armée de l'OTAN, contrôlant la seule sortie de la mer Noire, crie un slogan qui irrite Poutine. Mais il y avait un problème, un gros problème. Au même moment où Erdogan criait cela à Kiev, la Turquie resserrait ses liens avec la Russie. Le pétrole russe affluait massivement dans les raffineries turques, les touristes russes envahissaient les plages turques. Erdogan et Poutine se rencontraient constamment pour conclure des accords, souriant devant les caméras. Alors, ce cri semblait n'être qu'un discours, une diplomatie de façade. Le Sea Bridge, un ferry turc, s'approche du port de Sotchi, en Russie. À bord, des passagers enthousiastes, des cargaisons prêtes et l'espoir de rouvrir une route commerciale qui était fermée depuis 14 ans. Des entrepreneurs des deux côtés de la mer Noire avaient misé sur ce moment. Cela devait être une victoire, un signe que, malgré la guerre, la vie commerciale continuait. Mais, à l'arrivée du navire dans les eaux russes, le silence s'est installé. Les autorités de Sotchi ne répondent pas. Le capitaine essaie d'établir le contact. Rien. Les heures passent, puis vient la première excuse. Exercice militaire dans la zone, ensuite des documents manquants, enfin, des questions de sécurité. Normalement, toutes nos autorisations légales, nos autorisations de départ, sont valables pour les deux ports. Nous avons débuté notre premier voyage avec des passagers mercredi, mais pour une raison que nous ne connaissons pas exactement, nous avons attendu 2 jours et demi en Russie. Tous les documents étaient en règle, il n'y avait rien d'anormal, et même avec un grand nombre de passagers, surtout des Russes, les passagers ont été laissés à l'entrée. Puis vient la partie humiliante. Des plongeurs russes descendent, inspectent la coque du ferry pendant 8 heures, comme s'il s'agissait d'un navire ennemi transportant des armes. Des plongeurs qui n'étaient pas de la région ont commencé à plonger autour de lui, vérifiant s'il y avait une quelconque faille de sécurité. Il y a un problème maintenant à cause de la guerre là-bas, et c'est pourquoi ils regardent tous les navires avec méfiance. Ils prennent leurs précautions, mais aucun problème pour nous. Nous ne pouvions pas approcher et ils ne nous ont pas laissé faire. Nous avons demandé d'évacuer les passagers, mais ils ont refusé. Le pays où nous sommes allés est la Russie. Les citoyens que nous avons transportés sont des citoyens russes. Ils ont causé des victimes parmi leurs propres citoyens. Nous, en tant qu'entreprise, avons traité toutes les plaintes des passagers et apporté tout le soutien possible. Le gouverneur de la région, Veniamin Kondratiev, publie une note disant qu'il est prématuré et dangereux de reprendre la route. Le Sea Bridge reste alors immobilisé en mer, ouvert pendant des jours, les passagers dans l'incertitude. Les provisions commencent à s'épuiser. C'est alors que, le 9 novembre, sans autre choix, le capitaine fait demi-tour et ramène le navire à Trabzon, à Ankara, la capitale turque. Cela n'a pas été perçu comme un malentendu, mais bien comme ce que c'était réellement, une humiliation publique. Poutine envoyait un message, c'est comme s'il disait « Je contrôle la mer Noire, je décide qui entre et qui sort ». Et la Turquie, eh bien, elle va devoir l'avaler. Sauf que Poutine a oublié une chose. La Turquie aussi a une porte. Et cette porte est bien plus importante. Avançons de 11 jours jusqu'au 20 novembre. L'Astoria Grande, un navire de croisière de luxe, s'approche d'Istanbul. À son bord, plus de 600 touristes russes. Des familles, des retraités, des gens qui ont économisé toute l'année pour ce voyage. Istanbul était le joyau de l'itinéraire, la mosquée bleue, le grand bazar, le pont sur le Bosphore. Les touristes pouvaient voir la ville, ils étaient tout près. Les lumières d'Istanbul se reflétaient sur la mer de Marmara. Mais le navire ne s'arrête pas. Les autorités turques ne donnent aucune autorisation au capitaine. L'Astoria Grande tourne en rond pendant 1 ou 2 heures. Les passagers, confus, regardent par la fenêtre. Istanbul est là, mais hors de portée.
Et puis vient l'ordre de faire demi-tour, sans aucune explication, sans excuse. Le ministre turc des Transports, Abdülkadir Uraloglu, a ensuite dit ce que tout le monde savait déjà. La Russie est en guerre et a rencontré des difficultés. Nous allons appliquer la réciprocité. Vous pouvez en être sûr. Réciprocité. Arrête-toi et réfléchis à ce qui s'est passé ici. Poutine a humilié la Turquie à propos d'un ferry. Il pensait qu'Erdogan allait avaler ça, que les affaires primeraient. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'Erdogan n'avait pas besoin d'une excuse pour se retourner contre la Russie. Il avait besoin d'une justification, et Poutine vient de la lui offrir sur un plateau. Sauvez l'Ukraine. Sauvez. Car il ne s'agissait pas seulement de touristes russes repartant sans visiter Istanbul. C'était la fin d'une époque. L'époque où Erdogan fermait les yeux, où les deux s'asseyaient à la table et faisaient semblant qu'on pouvait séparer les affaires de la guerre. Cette table vient de se retourner. Et puis les choses ont commencé à s'intensifier rapidement. Parce que, pendant que ces deux navires faisaient la une, quelque chose de bien plus dangereux se passait dans les eaux, entre la Turquie et la Russie. La mer Noire devenait littéralement un champ de bataille. À la fin du mois de novembre, deux pétroliers, le Kairos et le Virat, faisant partie de la soi-disant flotte fantôme de la Russie, sont touchés par des drones navals ukrainiens. Et le plus impressionnant, c'est que cela s'est produit à un peu plus de 50 km des côtes turques, pratiquement dans le jardin d'Istanbul. Ces drones, surnommés Sibabi par les services de renseignement ukrainiens, sont petits, rapides et chargés d'explosifs. Et ils ont transformé la mer Noire en un cauchemar pour la Russie et la Turquie. Eh bien, elle a regardé tout cela se passer juste devant sa porte. Maintenant, vous devez comprendre une chose. La Turquie a une responsabilité légale concernant la mer Noire. Cela s'appelle la Convention de Montreux, signée en 1936. Cette convention donne à la Turquie le contrôle total sur les détroits du Bosphore et des Dardanelles, la seule sortie de la mer Noire vers le reste du monde. Et voici toute la beauté de la chose. En 2022, lors de l'invasion, la Turquie a invoqué l'article 19 de cette convention pour fermer les détroits aux navires de guerre. Cela signifiait que la flotte russe de la mer Noire était piégée, sans renfort, sans issue, isolée. Mais maintenant, avec des navires qui explosent près des côtes turques, des mines à la dérive, du pétrole polluant les eaux, Erdogan avait une excuse encore meilleure pour invoquer l'article 21. Danger imminent de guerre, et resserrer encore plus l'étau. Poutine avait fourni non seulement la justification politique, mais aussi la justification légale. Et puis vient l'autre manœuvre, l'économique. En octobre 2025, la Turquie achetait 300 000 barils de pétrole russe par jour. C'était le troisième plus grand acheteur, juste derrière l'Inde et la Chine. Un mois plus tard, en novembre, ce chiffre est tombé à 200 000 barils, soit une réduction d'un tiers. Du jour au lendemain, ce n'était pas un accident, c'était un message. C'est comme si la Turquie disait au Kremlin « Vous avez humilié notre barge, vous avez fermé votre port pour nous. Alors vous allez découvrir ce qui se passe quand nous fermons notre marché pour vous. » Mais il manquait encore le coup final, celui que personne n'attendait. Celui qui transforme tout cela d'une simple dispute commerciale en un changement géopolitique historique. En décembre 2025, des détails de réunions secrètes entre Ankara, Paris et Londres ont commencé à fuiter. Et ce qui était discuté là allait bien au-delà des sanctions ou des discours au Conseil de sécurité. La France, le Royaume-Uni et la Turquie formaient une coalition. Et ce n'était pas pour envoyer des armes, c'était pour déployer des troupes au sol en Ukraine. Attends, maintenant.
Arrête-toi une seconde, parce que tu dois comprendre le poids de ça. Poutine a passé 3 ans à dire que des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien, c'était la ligne rouge absolue, non négociable, la chose qu'il n'accepterait jamais, son cauchemar. Et maintenant, 3 pays de l'OTAN sont prêts à faire exactement cela. Maintenant, vous devez vous demander, des troupes, ces soldats vont-ils combattre les Russes ? Non, pas directement. Et c'est là que ça devient encore plus astucieux. Le plan consiste à créer ce que les militaires appellent une force de réassurance. Des soldats français, britanniques et turcs positionnés dans des zones stratégiques de l'Ukraine. Kiev, Odessa, la frontière avec la Biélorussie. Pas pour combattre en première ligne, mais pour garantir que si un cessez-le-feu est signé, personne ne le brisera. Et c'est là que ça devient intéressant, car ces 3 nations sont la seule combinaison qui fonctionne, et chacune apporte quelque chose que les autres ne peuvent pas offrir. La France et le Royaume-Uni apportent quelque chose qu'aucun autre pays européen ne peut offrir, des armes nucléaires. Les deux possèdent des arsenaux nucléaires indépendants. La France, avec la force de frappe, et le Royaume-Uni, avec les sous-marins Trident. Cela crée ce que les militaires appellent une force de déclenchement. La logique est brutale, mais simple. Si Vladimir Poutine attaque une base française sur le sol ukrainien, il n'attaque pas seulement l'Ukraine, il attaque une puissance nucléaire de l'OTAN. C'est comme tendre un fil sur le chemin. Si vous trébuchez dessus, le piège se déclenche, et dans ce cas, le piège peut être nucléaire. Vous comprenez ? Le but n'est pas de se battre, mais de rendre. Poutine ne peut attaquer sans risquer une guerre ingagnable. La France et le Royaume-Uni fournissent la dissuasion nucléaire. Mais qui apporte la force qui a suffisamment de soldats, suffisamment d'équipements et une position géographique suffisante pour que cela fonctionne vraiment ? La Turquie, oui, la 2e plus grande armée de l'OTAN. Plus d'un demi-million de soldats actifs, des chars, des drones, de l'artillerie, et plus importante encore, un contrôle total sur la mer Noire. À cause de la convention de Montreux, tu te souviens que j'ai dit que la convention limite les navires de guerre étrangers. Ils ne peuvent rester que 21 jours en mer Noire, et le tonnage total autorisé est de 45 000 tonnes. Cela signifie que les États-Unis, la France ou le Royaume-Uni ne peuvent pas y maintenir une flotte permanente. Mais la Turquie le peut, car c'est un pays riverain de la mer Noire. Sans limite, des frégates turques peuvent patrouiller les routes céréalières au départ d'Odessa, escorter des navires commerciaux, créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus du sud de l'OTAN. L'Ukraine et la Russie ne peuvent rien faire pour l'empêcher. Et il y a encore plus, bien plus. Maintenant, voici la partie qui doit empêcher Poutine de dormir, la frontière avec la Biélorussie. En ce moment, des dizaines de milliers de soldats ukrainiens sont stationnés dans le nord du pays, surveillant la frontière avec la Biélorussie. Ce sont quelques-unes des meilleures brigades d'Ukraine, bien entraînées, bien équipées, mais elles sont à l'arrêt. Elles attendent simplement, car à tout moment, la Russie peut tenter une nouvelle offensive venant du nord, comme elle l'a fait en 2022. Maintenant, imaginez ceci. Des troupes françaises, britanniques et turques prennent le contrôle de cette frontière, construisent des bases, installent des systèmes de défense aérienne, créent des postes d'observation. Que se passe-t-il avec ces milliards de soldats ukrainiens ? Ils sont libres de se déplacer vers l'est, vers le Donbass, vers la Zaporijia, exactement là où la Russie est la plus étirée, là où Poutine a le plus besoin de troupes. Tu comprends ce que ça signifie ? La coalition change l'équilibre de la guerre sans tirer une seule balle. C'est du pur jeu d'échecs. Tu déplaces des pièces, tu en libères d'autres, tu forces l'adversaire à réagir. Et Poutine, lui, il n'a pas assez de pièces sur l'échiquier pour réagir. Et ici, tu vas comprendre pourquoi c'est un désastre complet pour la Russie. Parce que ça va avoir un impact sur plusieurs fronts. D'abord, sur le plan militaire, l'armée russe est embourbée en Ukraine. Les meilleures unités sont épuisées, les réserves ont été mobilisées. Poutine n'a aucun moyen d'ouvrir un nouveau front contre les troupes de l'OTAN sans transformer cela en une guerre totale qu'il ne peut pas gagner.
Selon Economico, la Turquie a cessé d'acheter du pétrole. La flotte fantôme est en train d'être détruite. En mer Noire, les sanctions occidentales se resserrent. Et maintenant, avec la Turquie qui ferme encore plus l'accès au détroit, la Russie est en train d'être étranglée économiquement. Troisièmement, sur le plan naval, la flotte de la mer Noire est piégée. Elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas être renforcée. Avec des frégates turques patrouillant et opérant en mer Noire, la situation devient dangereuse. Et quatrièmement, le pire de tout, la doctrine sur laquelle Vladimir Poutine a construit toute sa politique étrangère est morte. Pendant des décennies, la Russie a opéré pendant des décennies avec une idée simple. Les pays voisins, ce qu'ils appellent l'étranger proche, sont une zone d'influence exclusive de Moscou. L'OTAN n'entre pas. Les troupes occidentales ne mettent pas les pieds. C'est la règle. La ligne rouge. Vladimir Poutine a déclaré des milliers de fois que des troupes de l'OTAN sur le sol ukrainien étaient inacceptables, non négociables, la chose même pour laquelle il menait cette guerre. La France, le Royaume-Uni et la Turquie ne font pas que franchir cette ligne. Ils y construisent des bases, des centres d'entraînement, des postes d'observation, avec la bénédiction de la communauté internationale. Et Vladimir Poutine ne peut rien faire. Tu sais ce qui est le plus ironique? Tout a commencé avec un bac. Dis-moi une chose. Tu penses que Vladimir Poutine a mal calculé en humiliant la Turquie? Ou c'est Recep Tayyip Erdogan qui attendait juste une excuse pour renverser la situation? Laisse ton avis dans les commentaires. Et si ce contenu t'a aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans cette guerre, partage avec quelqu'un qui a aussi besoin de savoir ça et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine!